Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais dans cette vidéo alerter votre attention, attirer votre vigilance sur un danger probable, que j'estime très probable, concernant les enfants, même les tout petits, par rapport au port obligatoire du masque. J'aimerais juste que vous puissiez émettre l'hypothèse, simplement émettre l'hypothèse que dans la balance des risques et des avantages, donc il y a des avantages au masque, il y a des risques au masque, il y a des désavantages, et bien que les désavantages peuvent être extrêmement nombreux également, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu comme si on n'a pas le droit de discuter de ça, tu le mets, tu obéis, c'est tout, sinon tu es puni. On est dans une forme de violence institutionnelle et il y a beaucoup de professionnels qui sont choqués. Là je vais parler dans quelques instants, je vais utiliser des notions qui sont connues de la psychologie, qui viennent de la psychiatrie, la psychologie du développement, qui sont connus donc par les psychiatres, les psychologues, les linguistes, les orthophonistes, les gens qui travaillent dans les crèches, dans les écoles, les professeurs. Malheureusement, très peu osent s'exprimer parce qu'il y a une vraie peur de s'exprimer et d'être dénigré, d'être insulté si on ose ne pas être d'accord avec cette pensée dominante. On ne peut pas remettre en question, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans un débat démocratique. Dès qu'on essaie d'émettre une idée différente, alternative, on est directement dénigré. Alors il y a des termes comme ça, notamment le terme complotiste, qui est un terme qui est devenu en fait une insulte. Parce que complotiste, ça ne veut pas dire quelqu'un qui réfléchit et qui remet en question et qui se dit que peut-être qu'il y a de la corruption, qu'il y a des conflits d'intérêts. Non, un complotiste, dans le langage populaire, c'est devenu un crétin en fait. C'est un crétin, ou c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de débile. Et donc, on est en train d'utiliser des termes pour insulter des gens et leur interdire de discuter, parce qu'on ne discute pas avec des complotistes. C'est comme si on disait, au mieux de dire complotiste, on pourrait dire salioupin. C'est une insulte raciste en fait. Quand vous dites complotiste, vous dites salioupin. En fait, quand vous dites complotiste, vous êtes antisémite. Hein, je vous invite à refuser ce terme, ne soyez pas antisémite, refusez d'utiliser le terme complotiste dans votre vocabulaire, je ne l'utilise jamais. On ne m'a pas encore accusé de ça, mais je le vois dans les plateaux de télévision, je vois que dès qu'on émet une vision différente, qu'on propose une hypothèse, eh bien on est directement dénigré comme ça, donc refusez d'utiliser ce terme. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a des professionnels de la santé qui s'inquiètent vraiment. Alors beaucoup ont peur de se positionner justement, mais il y en a qui le font. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques éléments qui viennent de la psychiatrie, de la psychologie du développement de l'enfant, qui sont très connus, qui permettent d'avoir un regard différent sur ce port obligatoire et qui montrent les dangers que ça peut avoir. Alors je voudrais d'abord ouvrir la vidéo sur quelques images que j'ai trouvées sur internet par rapport aux tout petits. Alors c'est des images assez choquantes, j'espère que ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la société humaine, mais c'est juste pour alerter notre attention que ça peut effectivement devenir une nouvelle normalité et des enfants peuvent avoir l'habitude depuis tout petit de voir le monde, d'avoir le rapport avec les autres enfants et les adultes à travers ce masque. Et avec les distances sociales, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Alors quelles sont ces conséquences? Ben justement, on va voir en fait que le masque, il peut vraiment diminuer la qualité du langage humain. Et également, il va modifier la perception de l'identité morphologique d'un être humain. La morphologie, le visage, le fait que le visage est caché aux 2/3, eh bien, cette altération de la morphologie identitaire va perturber notre perception de l'humain, en fait. On va d'abord commencer par le langage. Vous savez, pour le langage, en fait, quand on communique, ce sont des notions de base, en fait, c'est qu'on communique avec 3 canaux. D'abord le verbe, on communique avec les mots. Donc le verbal, puis ensuite il y a le paraverbal. Le paraverbal, c'est l'intonation, c'est le rythme, c'est la vitesse, c'est le volume de la voix, donc c'est tout ce qui est lié à la voix. Le paraverbal, donc il y a le verbal, le paraverbal, et puis il y a le non-verbal. Le non-verbal, évidemment, c'est toute l'expression corporelle, et notamment au niveau du visage. Le visage est très important pour inscrire justement l'identité morphologique de quelqu'un. Si vous demandez à un enfant de se rappeler de sa grand-mère, quand il pense à sa grand-mère, ben, il se souvient surtout de son visage. Maintenant, si le visage est caché, il ne reste plus que les yeux. Heureusement, il y a encore les yeux, mais quand même, il y a une grande partie, il n'y a plus le sourire, il n'y a plus les mimiques, il n'y a plus... parce que vous savez, l'enfant, il apprend aussi par mimique. Il reproduit en fait les mimiques des adultes. Et donc avec ce masque, il y a des changements importants qui vont avoir lieu. C'est quoi le premier changement? C'est que
quand on voit ces trois canaux, c'est que la plupart de notre communication, 93%, 93% de la communication viennent du non-verbal et du paraverbal. Donc c'est l'intonation, c'est l'articulation, et c'est tout le non-verbal, la façon dont on va s'exprimer. Hein, si vous avez un masque et que vous dites à quelqu'un comment ça va et l'autre dit ça va, on ne sait pas trop si ça va vraiment ou si ça va pas. Ou je faisais ça dans les séminaires pour rigoler. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Avec le masque. Ouais, je t'aime. On n'entend pas très bien. On ne sait pas si c'est de l'humour, si c'est de l'ironie, s'il est vraiment amoureux ou s'il dit juste ça pour faire plaisir. En fait, avec le masque, qu'est-ce qui se passe? C'est que le langage est altéré parce qu'on entend moins bien, le message passe moins bien. Et avec le masque, vous vous êtes rendu compte, c'est que les gens s'expriment moins. Parce que c'est fatigant, hein, ça élève le rythme cardiaque parce qu'on doit plus respirer, on a difficile à respirer notre gaz carbonique, on a beaucoup moins d'oxygène et donc on a tendance à faire des phrases plus courtes, moins élaborées, moins régulières. Alors c'est déjà un problème parce que le bain linguistique dans lequel doit baigner un enfant va être déjà altéré à ce niveau-là. Mais ensuite, comme il y a une baisse de l'audition, il y a une baisse de l'articulation, il y a une baisse également des mimiques du visage, on voit vraiment que le langage oral va être extrêmement déficitaire, pauvre en fait. Un langage oral qui est pauvre va avoir des conséquences dramatiques sur le rapport avec les autres, sur la façon dont on perçoit le monde, dont on se représente le monde, mais également un langage oral qui est pauvre va avoir des conséquences également dramatiques sur le langage écrit. Et le langage écrit, c'est un peu notre monde intérieur. Un langage écrit qui est complexe traduit une façon de penser complexe. On peut penser de manière complexe, on peut prendre du recul, on peut se représenter le monde de façon beaucoup plus élaborée. Mais si notre langage écrit est pauvre parce que notre langage oral a été pauvre, eh bien notre pensée va être simple, binaire et on est beaucoup plus vite manipulable et on a moins de richesse dans notre vie également. Alors le masque également, ça nous empêche aussi de bien respirer, c'est-à-dire que on respire moins bien, donc nos organes fonctionnent moins bien. En médecine chinoise, on dit que le souffle, c'est la vie. Et les orthophonistes, d'ailleurs j'ai une amie orthophoniste qui a écrit un article sur les effets du masque sur le souffle et sur le langage. Je vous mets le lien de son article en bas de la vidéo. En fait, en médecine chinoise, on dit que la médecine chinoise, vous savez, elle va soigner avec des techniques alternatives par rapport à la médecine allopathique, donc l'acupuncture, la pharmacopée, le tuna, le massage, etc. Et en médecine chinoise, ils disent, avant d'utiliser ça, on a de la prévention. Et il y a une façon de jamais tomber malade, c'est de bien respirer. Une respiration importante, une respiration qui n'est pas empêchée, une respiration consciente, est une clé pour ne pas tomber malade. Or ici, évidemment, ce n'est pas du tout possible avec le masque. Et donc, il y a une baisse d'oxygène dans le sang, ça a été prouvé par différentes études. On a en fait des organes qui fonctionnent moins bien. Et puis ça, non seulement ça, mais également au niveau symbolique, le souffle de vie, c'est important pour l'être humain. On parle d'ailleurs du premier souffle de vie, du dernier souffle de vie. Le souffle de vie, elle porte notre vitalité, elle porte la vie. Et là, le souffle est altéré, le souffle est empêché. Donc ça a des conséquences également au niveau de notre humanité en fait. Notre humanité est empêchée avec ce masque. Mais ce masque, on va le voir, va avoir des conséquences encore beaucoup plus graves sur l'équilibre psychologique d'un être humain, notamment partant de la petite enfance, sur la confiance qu'il va avoir en lui et en le monde. Et je voudrais d'abord vous montrer, pour vous illustrer ça, pour vous illustrer l'impact, le fait que ce masque peut vraiment déséquilibrer et déranger en fait gravement le rapport avec autrui chez les tout petits. Je voudrais vous montrer cet extrait qui vient du film Hold Up, de ce documentaire qui est très décrié, que j'invite à regarder ne fût-ce que pour croiser ces sources d'informations, prendre de la hauteur et avoir d'autres sons de cloche. C'est un film qui a un parti pris certes, mais dans les médias il y a aussi un parti pris, donc c'est intéressant de croiser ces sources d'informations. Donc je vous laisse regarder ce petit extrait. On travaille dans une crèche, les enfants ils sont habitués au masque et quand on enlève le masque ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse, c'est l'effet inverse. Pour eux, on vit avec un masque et on est obligé d'avoir ce masque et les enfants, pour eux, le visage c'est un masque, c'est plus un visage avec un sourire. Donc on voit que le masque c'est pas juste rien, non c'est pas grave, c'est pas très grave, non c'est grave, le masque va altérer la relation que l'enfant a avec la représentation du monde, avec les adultes, ça va générer beaucoup de stress, beaucoup de tension, parce que imaginez des enfants qui ont peur déjà parce qu'on enlève le masque, imaginez quand il y aura un vrai danger, ça va complètement les perturber. En fait, le sentiment de confiance naturelle, d'être bien avec soi, avec les autres, il est complètement détruit. Il y a vraiment une sorte de destruction en fait de l'humanité avec ce masque. On le voit ici, c'est très touchant. On voit qu'il y a vraiment un changement dans la psychologie
dans le psychisme de l'enfant qui n'a plus la même perception des adultes. Les adultes sont tous interchangeables en quelque sorte, comme des robots, c'est-à-dire qu'on voit juste les deux yeux qui changent, mais tout le monde a ce banc de couche culotte sur le visage, la bleue ou blanc, peu importe. Les 2/3 du visage sont cachés en fait, et pour l'enfant c'est très perturbant. C'est très perturbant, mais c'est encore beaucoup plus perturbant pour les tout petits, parce qu'en fait tout notre équilibre psychologique repose sur des bases qui sont faites dans la petite enfance. Et cette base, c'est la relation que l'enfant a avec sa figure d'attachement. La figure d'attachement, ça peut être la mère, ça peut être un adulte bienveillant. Et cette base, cette figure d'attachement, elle est très importante pour bâtir notre confiance en nous, notre confiance dans le monde, vivre sans stress. Et si notre figure d'attachement, si la relation avec notre figure d'attachement est modifiée, est altérée, est mise en danger, ça a des conséquences psychologiques dramatiques. En fait, l'enfant construit son équilibre sur la relation qu'il va avoir avec sa figure d'attachement et la perception qu'il a de cette figure d'attachement. Si cette figure d'attachement est bienveillante et donne du feedback, eh bien l'enfant va se sentir bien, va se sentir aimable dans le sens qu'il peut être aimé, et il va pouvoir développer toutes ses compétences et tout son potentiel. Si ce n'est pas le cas, si la figure d'attachement n'est pas aimable, n'est pas là quand il a besoin, ou il ne sait jamais si elle va être là ou pas, ne répond pas à ses signaux, l'enfant va développer ce qu'on appelle un attachement insécure. Et là, je vous renvoie, si vous voulez aller plus loin, aux travaux de Bowlby, qui est un psychiatre américain. Je vous renvoie aux travaux de Mary Ainsworth, qui est une psychologue de développement. Et là, maintenant, je voudrais d'ailleurs vous montrer, pour illustrer ça, un extrait d'une expérience qu'on appelle le visage impassible, qui est une expérience qui a été mise en place dans les années 80 par un psychologue du développement qui est à Harvard, qui s'appelle Edward Tronick. Et je vais mettre le petit film à l'écran et je vais le commenter en même temps. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la mère qui a une figure d'attachement tout à fait sécure avec son enfant, qui sourit, on voit avec le visage, elle exprime beaucoup, l'enfant exprime aussi, donc il y a un feedback, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup d'émotions constructives, il y a beaucoup de joie en fait. Et ça, c'est permis grâce aux 3 canaux de la communication dont je parlais tout à l'heure. Il y a le verbe, il y a également les sons, le paraverbal, et puis il y a toutes les mimiques du visage et le sourire bien entendu. Maintenant, si on demande à cette mère de faire un visage impassible, eh bien qu'est-ce qu'on va voir? C'est que ça va perturber très fort l'enfant. C'est-à-dire qu'un visage impassif fait que l'enfant ne sait plus lire s'il y a un danger ou pas, ne sait plus lire ce qui se passe, ne lit plus de chaleur humaine, ne lit plus d'amour. L'enfant va commencer à s'agiter, l'enfant va essayer d'attirer l'attention par diverses façons, attirer l'attention de sa mère. L'enfant va commencer à ressentir du stress, va se sentir en détresse en fait, et peut avoir comme conséquence qu'il peut devenir, il peut se refermer sur lui, il peut tomber, il peut se refuser de communiquer avec le monde, il peut aussi faire une sorte de conclusion mentale que le monde n'est pas aimable, que donc sa figure d'attachement ne veut plus communiquer avec lui, il n'est pas OK, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui, il n'est pas aimable dans le sens qu'il peut être aimé. Donc tout ça va avoir des conséquences énormes sur sa psychologie par la suite, parce que les rapports qu'il aura avec les êtres humains, et notamment ceux de l'autre sexe, s'il se met en couple, vont être altérés par cette vision faussée de base de la relation humaine. On le voit dans ce film, à travers cette expérience du visage impassible, que le sourire, que l'expression du visage, que le visage en fait est un élément clé du développement de l'enfant et de nos rapports sociaux également. Alors j'ai même pas encore parlé de la distance sociale, mais on voit donc tous les dangers que ça pèse sur le développement de l'enfant. Ça est en train d'être mis maintenant en place pour ceux de 6 ans, mais après ce sera encore plus jeune. On parle même de 2 ans. On est en train de parler aussi d'imposer le masque à la maison, de le garder à la maison. On le conseille fortement. Il y a des gens qui vont obéir à cette consigne, je suis certain. Donc c'est très inquiétant en fait. Et également, je vois aussi dans d'autres sphères, notamment des femmes qui accouchent, on s'est empressé de leur mettre un masque sur le visage pendant qu'elles accouchaient, et ce qui devait être un des plus beaux jours de leur vie, des femmes ont témoigné, j'ai lu leur témoignage, que c'était finalement un jour elle avait une grande déception, elle n'a pas pu vraiment le vivre correctement. Déjà le travail, ça demande énormément d'oxygène, on leur demande de bien respirer, puis avec un masque sur le visage c'est extrêmement difficile, ça donne des maux de tête, c'est pas pareil. Et c'est triste de devoir accoucher avec un masque et d'avoir cette obligation. Alors je crois que ça n'est pas obligé, il faut le refuser, mais on se laisse aller, on est très docile. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se laisse faire, on accepte de faire subir ça à nos enfants, on accepte de le subir pour nous. On est un peu trop obéissant, vous voyez. Et en parlant de docilité, je voudrais terminer, j'ai pris quelques notes.
vous montrer certaines études qui ont montré qu'en fait le masque, le fait de cacher son visage, va avoir des conséquences terribles sur notre faculté à être manipulé par les pouvoirs en place et notre docilité, notre capacité d'obéissance même à des ordres qui sont complètement stupides. Alors il y a une étude qui a été faite en 1976 dans des universités où on demandait à des personnes de porter un panneau comme ça dans les cantines, là où il y avait beaucoup de monde, où il était écrit « La masturbation c'est chouette ». Donc imaginez que c'est pas évident de porter ça devant tout le monde, on se sent un peu ridicule. Les gens qui avaient un masque évidemment étaient beaucoup plus enclins à obéir en fait. Et ils étaient beaucoup plus dociles à le faire, évidemment vous comprenez pourquoi. Donc le fait de cacher son visage amène plus facilement l'obéissance. Parce qu'on est noyé dans la masse, notre responsabilité elle est un peu diminuée, on ne nous reconnaît pas, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Alors cette expérience de soumission a été faite plusieurs fois avant les années 2000. On voit vraiment que le fait d'avoir un masque sur le visage dilue la responsabilité et inhibe en fait certaines fonctions dans le cerveau, on appelle ça les fonctions exécutives, qui fait qu'on est capable de se laisser porter par quelque chose qui est aberrant, quelque chose qui est stupide, sans résister, parce qu'on a une sorte de perte de notre identité. Alors on a vu également, d'autres études ont montré l'importance du tissu, du vêtement sur l'être humain. On a par exemple fait des expériences où on a demandé à des personnes de mettre une blouse d'un laborantin, et le fait d'avoir cette blouse, on a fait des tests ensuite, on voit que la personne, elle augmente ses fonctions cognitives, elle se sent plus intelligente en fait. Après on a demandé à des personnes de mettre la blouse d'une infirmière. Donc les gens mettaient des blouses d'infirmières et ça augmentait leur capacité d'empathie dans des tests. Et puis ensuite on a demandé à des personnes de mettre des vêtements avec, c'était très clairement des vêtements avec des marques, mais c'était des contrefaçons. Et ça a permis, dans des expériences, on a vu que ces gens-là trichaient plus que les autres. Alors on peut imaginer que le fait d'être masqué, d'avoir quelque chose sur le visage qui empêche de parler, hein, on a plus difficile à parler, on est plus là pour écouter, ça va entraîner de la docilité, de la soumission et on va beaucoup moins se remettre en question, on va beaucoup plus suivre des consignes absurdes et obéir. Également, ce qu'on sait aussi dans toutes les expériences en psychologie du développement, c'est que si vous diminuez le langage, vous diminuez le raisonnement verbal. Et si vous diminuez le raisonnement verbal, vous diminuez aussi le raisonnement moral. Donc vous diminuez en fait notre capacité à penser intelligemment, à penser juste. Des tas d'expériences avaient déjà montré dans les années 2000, en 2004, il y a une expérience qui a montré qu'en fait les gens qui sont introvertis sont naturellement plus dociles, ont tendance à obéir à des ordres qui peuvent être stupides parfois. En 2006, on a pu également démontrer que la conscience, elle est liée à l'élaboration du langage. Plus on a un langage élaboré, plus on a une capacité d'expression élaborée, plus notre conscience peut être développée. Et là, on voit que c'est tout le contraire qui se passe, puisque avec le masque, en fait, tout ce langage en fait, va être altéré, va être réduit, on va s'exprimer au plus simple et beaucoup moins fréquemment. Et ça, c'est juste au niveau psychologique, mais vous avez évidemment énormément d'études, et là, il y a des journalistes qui disent non, non, c'est pas mauvais pour la santé, alors qu'en fait, il y a des tas d'études qui montrent que le masque, il est vraiment néfaste pour la santé. Le masque, il diminue notre taux d'oxygène dans le sang, c'est catastrophique. On a pu prouver en 2008 que les chirurgiens qui opèrent avec des masques évidemment, eh bien ils ont une diminution de leur taux d'oxygène dans leur sang. Une expérience post-Covid avait montré que le masque en fait va développer des maux de tête, ça a été fait sur des soignants et on le sait en écoutant simplement des témoignages d'enfants que le masque amène des maux de tête et le masque en fait c'est un nid à microbes hein, puisque si on devait le mettre comme il faudrait le mettre dans les hôpitaux, on devrait le changer toutes les 20 minutes, on devrait le changer avec des pinces, on ne devrait jamais le toucher et évidemment c'est pas ce qui se fait donc le masque est un nid à microbes qu'on respire. Parce qu'en fait on est en train de s'empoisonner et on répond en fait par notre docilité avec ce masque à des consignes absurdes qui vont nous détruire la santé. Je pense qu'effectivement il y aura beaucoup de gens malades, j'espère pas, mais on voit qu'avec ce port du masque obligatoire, il y aura le fait que les organes sont moins oxygénés, le fait qu'on respire un nid à microbes, c'est un danger pour la santé et que donc il y aura de plus en plus de gens malades à cause de ces consignes absurdes. Et donc je vous invite à les remettre en question, à y réfléchir.
On a vu que le masque, ça diminue l'intelligence, ça diminue notre sens de la probité et ça diminue également notre santé. Alors qu'est-ce qu'on attend pour remettre ça en question? Pour oser dire non, je refuse d'imposer ça à mon enfant. Qu'est-ce qu'on attend? Eh bien en fait, beaucoup de personnes attendent que ce soit le gouvernement qui nous dise ce qu'on doit faire. Que ce soit les médias qui nous disent « Ah ben oui, mais à la télé ils disent que c'était mauvais, alors maintenant je ne le mets plus. » Mais maintenant à la télé on dit que c'est bon, donc c'est pas d'enjeu, donc je le mets. Vous voyez, en fait on obéit à des informations de seconde main. En fait, remarquez que tout ce que vous pensez sur la crise, enfin moi y compris, hein, tout ce que nous pensons sur la crise, sur ce virus, sur le masque, sur le confinement, sur les vaccins qui vont arriver, tout ça en fait ce sont des informations de seconde main. Ça veut dire qu'en fait on n'est pas là, on n'est pas impliqué dedans. Même si on est médecin, on n'a qu'une petite partie de la réalité, on ne sait pas ce qui se passe vraiment au niveau collectif. Donc en fait, toutes nos informations, c'est des choses qu'on a entendues, on nous a dit, on a eu un témoignage, on a vu à la télé, on a vu le ministre ou le président qui disait ça. Donc ce sont des informations de seconde main. Alors quand nous avons des informations de seconde main, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de bon sens de le faire, c'est de croiser ces sources d'informations pour avoir plusieurs informations de seconde main et ne pas s'en tenir qu'à une. Hein, je vois des gens qui, pour l'instant on parle beaucoup de ce documentaire Hold Up, qui a été distribué, puis il y a un ami qui me dit regarde, j'ai distribué à mes amis, puis il y en a une qui m'envoie un article de journal qui dit que c'est un film complotiste, voilà, une insulte, comme si on disait salut pas, hein, comme je le disais. Et alors elle ne veut pas le voir parce qu'elle a lu cet article. Vous voyez, c'est une information de seconde main, elle ne va pas plus loin, elle ne va pas réfléchir plus loin. Alors justement, je vous invite à aller plus loin, prendre de la hauteur, croiser vos sources d'information et remettre en question vos croyances racines, parce que finalement, en y réfléchissant, on voit que la société est très polarisée. Il y a des gens qui sont contre ces mesures sanitaires qu'ils estiment, et je suis de ceux-là, qu'ils estiment exagérées et dangereuses, comme le masque, le confinement qui tue, qui détruit des vies, qui augmente le nombre de suicides, le nombre de violences domestiques. Le confinement amène beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Donc il y a des gens qui sont contre et puis il y a des gens qui suivent le gouvernement. Et en fait la croyance racine qui distingue vraiment les deux, c'est qu'en fait dans le premier groupe, les gens pensent que le gouvernement veut notre bien. Et dans l'autre groupe, les gens pensent que non, le gouvernement ne veut pas forcément notre bien. Le gouvernement il est surtout mu par des intérêts financiers, les médias sont mus par des intérêts économiques, la publicité, le taux d'écoute. Et il y a des gens dans le premier groupe qui vont dire non, si on l'a dit à la télé, donc c'est que c'est vrai. Et vous voyez, c'est ça la croyance racine, je vous invite à la remettre en question également. Et à sortir aussi de ce jeu pervers. J'avais fait des vidéos sur les pervers narcissiques, c'est une façon de communiquer particulière. Ici, j'ai l'impression qu'on est face à une sorte de perversion collective, dans le sens que la communication du gouvernement et des médias, c'est de l'ordre de la communication pervers narcissique, mais au niveau collectif, avec ce terme par exemple qui nous culpabilise, qui nous dénigre. Le fait que si vous ne mettez pas le masque, vous êtes un mauvais citoyen. Rien ne le prouve. Rien ne prouve que ce virus se transporte comme ça. On dit plutôt que c'est manuporté. Mais on nous culpabilise. On dit qu'on tue des gens si on ne met pas le masque. Alors il faut quand même se rappeler toujours que ce virus ne tue que moins de 1%, c'est 0,5%, certains vont dire encore moins, peu importe, c'est une question de statistique. Et ça tue surtout des personnes qui sont très âgées, donc les enfants ne sont pas du tout concernés. Les enfants d'ailleurs ne transmettent pas le virus tel que ça a été bien démontré dans différentes recherches, extrêmement rare. Donc on leur impose quelque chose qui est complètement inutile, qui leur fait du tort, qui est grave, et on ne remet pas ça en question. Alors je vous invite à remettre en question cette croyance que le gouvernement dit toujours la vérité, que les médias disent toujours la vérité. Je vous invite simplement à prendre de la hauteur, croiser vos sources d'information et sortir de cette culpabilité qui est malsaine, qui est perverse de la part de la communication officielle, et également de sortir de ce dénigrement par rapport à des gens qui simplement posent des questions par rapport à ce qui arrive. Hein, par exemple par rapport à ce vaccin qui va sans doute, dans la bouche de plusieurs politiques, devenir obligatoire. Mais est-ce que c'est vraiment démocratique? Est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'on peut discuter de ça? Est-ce qu'on peut refuser ce vaccin? Est-ce qu'on peut remettre en question le fait qu'il est peut-être finalement pas si inoffensif que ça? Vous voyez? Comme disait Prévert, je ne mets à genoux que devant une fleur. Je vous invite à vous relever, si vous étiez docile et assis,
et devant la télé, un peu hypnotisé par les médias et par les séries télé, et à se lever et à rejoindre en fait des personnes qui posent des questions, qui se remettent en question, qui veulent protéger les enfants. Alors je vous invite, pour ne pas rester seul, si vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'on est en train d'aller tout doucement vers une sorte d'état policier et d'état dictatorial, c'est de vous unir à d'autres personnes qui osent également poser des questions, qui osent se lever et dire non, je ne suis pas d'accord, je voudrais pouvoir discuter, je voudrais avoir le droit de discuter, de remettre en question les choses. Alors il y a des associations qui existent pour ça. Il y a l'association Bon Sens qui a été faite pour ça, je vous invite à la rejoindre, elle existe en Belgique maintenant, elle existe aussi en France. Moi qui suis ensuite je me suis inscrit à cette association. Il y a également Réinfo Covid qui est une association, enfin il y en a beaucoup, qui a été faite par Louis Fauché, qui est médecin réanimateur, et donc qui est au courant de la réalité sur le terrain. Lui, il a des informations de première main et il explique en fait qu'il faut arrêter cette folie collective. Donc c'est intéressant d'aller voir son association, son site. Il y a des communications très intelligentes de sa part. Il y a également en Belgique l'association Initiative Citoyenne, que je mets le lien également en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Je vous invite également à aller voir cette association qui fait un travail remarquable et qui regroupe plusieurs soignants qui s'expriment à travers des films, à travers des vidéos, qui expliquent les dangers en fait du masque, du confinement, de la vaccination obligatoire, de ces tests PCR. Donc je vous invite simplement, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins qu'on puisse en discuter et qu'on puisse croiser ces sources d'informations, qu'on puisse prendre des décisions en ayant un maximum d'informations contradictoires. Et puis si comme moi vous êtes choqué par ce qui se passe avec les enfants, avec cette obligation du port du masque, eh bien ne restez pas passif, faites quelque chose, ne fût-ce que écrire, ne fût-ce que vous connecter, aller dans ces associations pour ne pas rester dans l'impuissance, parce que le pire c'est l'impuissance. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, puis j'espère faire des vidéos sur d'autres sujets, parce que moi à la base, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la spiritualité, c'est plutôt la croissance individuelle. Je dois faire des vidéos notamment sur la dépendance affective, sur le couple, sur la méditation et la non-dualité, et chaque fois j'ai été un peu retardé à cause de l'actualité. Ça me semblait impossible de ne pas me positionner en tant que thérapeute. Ne rien dire là-dessus, ce n'est pas possible. C'est comme s'il y a un feu là dans la maison, puis moi je continue à regarder la télé. D'autres vont s'en occuper. Ben non, je me sens en tant que citoyen, de fût-ce qu'en tant que citoyen, l'obligation de bouger, de ne pas laisser faire, de dire non à la dictature. Alors je ferai ces vidéos bientôt et au plaisir de vous retrouver dans ces prochaines vidéos alors. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.